Alors, en tant que référent académique mémoire et citoyenneté, je souhaiterais dire quelques mots pour vous dire combien le témoignage de Lily nous est précieux dans l'Académie de Lille. Notre académie est engagée pleinement dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et Lily, mieux que quiconque, représente à elle seule ce combat contre l'intolérance et contre l'ignorance. Sachez, chers élèves, que Lily intervient partout et quasiment tous les jours dans les établissements scolaires. Elle était hier à Cambrai, voilà quelques jours à Toulouse et voilà quelques semaines en Bretagne. Lily déploie une énergie incroyable pour raconter son passé si terrible, mais aussi pour faire partager ses espoirs en un monde meilleur. Ce passé si terrible, c'est celui que vous abordez en classe, notamment en cours d'histoire, aussi bien en 3e qu'en classe de terminale. Lily a en effet grandi dans cette partie de la France, le Nord-Pas-de-Calais, qui a été dès 1940 sous occupation allemande et qui constituait ce qu'on appelait autrefois la zone rattachée. Zone rattachée car les deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais, étaient rattachés au commandement militaire de Bruxelles. Nos deux départements ont ainsi subi directement l'antisémitisme nazi et ont été touchés par une série de rafles de juifs, mais aussi de tziganes, rafles rendues possibles par la complicité des autorités françaises. La plus importante rafle des Juifs est celle du 11 septembre 1942, qui est un peu l'équivalent de la rafle du Veldiv dans la région parisienne. Mais d'autres rafles ont eu lieu, notamment celle d'octobre 1943, qui voit l'arrestation de Lily et de sa famille. Mais je n'en dis pas plus, évidemment, car cette arrestation constituera le début du témoignage de Lily. Chers élèves, comme l'a dit le proviseur, mesurez votre chance aujourd'hui de pouvoir écouter Lily. Dans tous les collèges et les lycées où je passe, on me parle de Lily, on me dit combien son témoignage est fort et utile. Donc, chère Lily, au nom de la rectrice de l'Académie de Lille, Valérie Capuil, et en mon nom propre, je vous remercie vivement pour ce travail d'histoire et de mémoire. Je tiens également à remercier les organisateurs, notamment le lycée Pasteur, le conseil régional représenté aujourd'hui par Mathilde Chibrion, et j'ai une pensée particulière pour les professeurs qui sont présents dans la salle et qui au quotidien mènent un travail exigeant de vérité et luttent contre tous les raccourcis et les approximations. Pour conclure, chers élèves, savourez ce moment avec Lily, car il vous marquera à jamais. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les élus, madame la rectrice qui est représentée par le directeur d'académie, mesdames et messieurs les professeurs, les élèves, les lycéens, les étudiants, chère Lily Léniel, il était une fois. Cette expression, nous sommes habitués à l'entendre au démarrage des histoires que l'on nous raconte, sans que l'on ait forcément conscience. Ces histoires s'avèrent souvent être des leçons de vie qui infuseront dans nos actions futures. Ce matin, Lily Léniel va vous raconter une histoire, son histoire, celle d'une petite fille née en 1932, tout près d'ici, à Croix, et dont la famille a subi la plus grande tragédie de notre histoire contemporaine, la Shoah. Je suis persuadée que tout au long de votre vie, vous vous souviendrez du moment que vous aurez vécu aujourd'hui, ici, avec Lily. Car on ne se ressort jamais les mêmes après avoir entendu leur récit de survivants de camps de la mort nazie. Leur récit est une incarnation à hauteur d'individus de l'horreur vécue par les déportés de la Seconde Guerre mondiale, dont toute leur sensibilité d'hommes et de femmes face à un système d'extermination dont l'ampleur et les modalités pourraient échapper à l'entendement tant ceci se révèle horrible. Le récit de ces survivants est un éclairage sur le sort des Juifs, des résistants, des opposants politiques, des tziganes, des homosexuels, des personnes déficientes qui ont été envoyées à la mort parce que jugées différents ou dangereux. Madame Léniel, Lily, je vous avoue toute l'admiration que je vous porte
pour votre inlassable engagement à ce que le plus grand nombre de personnes puissent savoir ce qu'il s'est passé dans les camps. Je suis touchée de l'énergie que vous déployez pour partager votre témoignage, particulièrement avec nos jeunes. Regardez aujourd'hui. Je vous suis aussi éminemment reconnaissante de la transmission qui se joue à chaque fois que vous partagez votre histoire, car nous devons être lucides. Le temps fait irrémédiablement son œuvre. La mémoire de la déportation et de la Shoah est-elle vouée à disparaître avec les derniers survivants des camps? Évidemment, non. Quand je vous vois ici ce matin, quand je considère le nombre de personnes qui vous écoutent et qui sont intervenues, enfin qui sont là pour votre intervention, je sais, Madame Léniel, je suis consciente du travail que vous effectuez, que vous réalisez avec les lycéens. Pour la région Hauts-de-France, on a aussi un travail important qui est effectué avec les lycéens dans le cadre du dispositif Mémoire de la Seconde Guerre mondiale porté par la région Hauts-de-France et les rectorats de Lille et d'Amiens, puisque nous emmenons des lycéens à Auschwitz chaque année. Enfin, ça va être chaque année, c'était tous les 2 ans, mais le dispositif va évoluer pour une participation du plus grand nombre chaque année. Quand je considère tout cela, je mesure le nombre de personnes en qui cette mémoire continuera à vivre. Vous, les lycéens, les étudiants, les jeunes qui êtes ici, après avoir entendu Madame Léniel ce matin, je sais que chacun de vous repartira avec cette petite flamme de la mémoire qui vivra en vous, en donnant une nouvelle lumière sur ce que vous aurez appris sur cette période avec votre professeur. Une petite flamme que vous partagerez avec vos camarades, avec vos proches et plus tard avec vos enfants quand vous leur raconterez ce que Lili Léniel va vous raconter. Une petite flamme qui viendra nourrir votre conscience de futurs citoyens et citoyennes et que vous opposerez à ceux qui remettent en cause ce qu'il s'est passé dans les camps de concentration et les centres de mise à mort nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il se peut malheureusement qu'un jour, cette petite flamme vacille face au vent mauvais des pseudo-historiens et des idéologues de la haine et du rejet de l'autre. Dans ces situations, surtout ne détournez pas le regard. Repensez à Lili Léniel. Vous trouverez avec elle la force de vous opposer et de dénoncer tous les propos et les dérives qui stigmatiseront une communauté du fait d'une religion, d'une origine géographique ou d'une orientation sexuelle. Parce que l'histoire nous rappelle sans cesse les erreurs et les dérives tragiques dont l'homme est capable, au nom de la flamme de la mémoire qui nous a été transmise par Lili et tous les survivants des camps, agissons toutes et tous, chacun à notre niveau, pour le dialogue permanent entre les cultures et pour le vivre ensemble. Je vous remercie. Tous. Merci. Voilà. Merci, vraiment, ça me fait grand plaisir. Merci. Merci. À moi. Bonjour les enfants, bonjour. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux. Vous mettez un peu la pression, mais c'est si agréable de vous voir tous aujourd'hui dans ce lieu prestigieux. Je suis ravie. Alors, je me contenterai, comme on vient de vous le dire, de raconter tout simplement mon parcours, celui de ma famille, durant ces années de guerre. Et je commencerai tout d'abord par vous présenter ma famille telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman, 3 enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Mes frères Robert n'avaient que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous avions peur, nous souffrions. Nous habitions Roubaix à l'époque, près de Lille. L'on voyait défiler dans la ville ces soldats, ces nazis,
casqué, botté, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous les enfants. Mais nos parents tout proches nous consolant, nous ne nous rendions pas encore compte de ce qui allait suivre. Vous savez tous, bien entendu, également qu'il y avait des catégories d'êtres humains, on vient de le rappeler, destinés à disparaître de la surface du globe. Les Juifs, bien sûr, mais pas seulement, les tziganes, les malades mentaux, des catégories entières devaient disparaître. Et cependant, je suis là devant vous aujourd'hui, quelle grande revanche sur les nazis. À l'époque, les Juifs devaient porter l'étoile, donc étaient facilement repérables. Ils devaient également se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom, leur adresse dans les préfectures, les commissariats. Il était donc aisé de venir les arrêter. Ils devaient donc bien sûr se faire recenser, c'est ce que je viens de dire, et tout leur était interdit. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas, même dans les lieux publics, il y avait des pancartes où il était inscrit « Interdit aux enfants juifs ». Vous vous rendez donc bien compte à quel point nous souffrions. Je vous disais tout à l'heure que nous habitions Roubaix, près de la paroisse Saint-Antoine. Le curé de cette paroisse, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher tous trois dans sa propre famille. C'était un geste merveilleux. Vous savez, ces familles qui cachaient des Juifs risquaient d'être déportés à leur tour. C'était si courageux. Nous avons donc tous trois été placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà 3 enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs, comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous donnaient beaucoup d'affection, nous entouraient, nous y étions si bien. Cependant, nos parents nous manquaient bien. Avec nos étoiles, nous ne sortions pas. C'était un peu difficile malgré tout. Et puis un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés bien à tort qu'il n'y avait plus de risque. Nous ont fait excusez-moi, nous ont fait rentrer à la maison et à ce moment-là, toute la famille a été arrêtée. On se posait la question, avons-nous été dénoncés? C'eût été fort possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des Juifs. Mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer, afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation. Tout est possible en temps de guerre, et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Toujours est-il qu'étant recensés, il était très simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais. Car figurez-vous, les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous avions préparé nos présents, les enfants fait de beaux dessins, préparé les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers, tambouriné aux portes.
Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandons ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout. Même au petit coin, l'on ne pouvait s'isoler et crier sans cesse « Schnell, los !» Ceux qui ont fait de l'allemand savent que cela signifie « Dépêchez-vous, en un temps record !» Il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux, mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. Et je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ces soldats qui nous poussèrent dans les escaliers. Mais il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient, partaient à leur tour. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. Schnell, los, l'on nous a poussés dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los, qui se trouvait près de Lille à l'époque. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman et les 3 petits-enfants dans une autre cellule. Nous demandons, nous les enfants, mais pour quelle raison étions-nous en prison? Qu'avions-nous fait? Nous ne comprenions rien. Nous étions des enfants si sages, obéissants. Nous ne comprenions pas encore pour quelle raison nous étions dans cette prison, où nous ne sommes restés que très peu de temps, quelques jours. Puis l'on nous mena dans une autre prison, en Belgique, la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Comme on venait de vous le dire, les déportés du Nord et du Pas-de-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. En arrivant dans cette cellule trop exiguë, trop étroite, pour le grand nombre que nous étions, je remarquai cependant aussitôt une dame qui semblait bien mal en point. Elle y était avec sa petite-fille Stella. Je parle toujours de Stella parce que cette petite, par la suite, allait nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que très peu de temps dans cette cellule, puis l'on nous mena dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique. Ce camp s'appelle Malines. Malines en Belgique est l'équivalent de Drancy en France. Dans ce camp, il y avait des SS allemands, bien entendu, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre Pferdekopf. En allemand, Pferd signifie cheval et Kopf, tête. C'était si bien trouvé. Il avait une figure chevaline, était particulièrement cruel. Distribuait les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangions toujours pour être hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlaient.
Mais c'était en plein hiver. Certaines personnes avaient des engelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas très nette. Ils recevaient des coups de fouet et devaient aller à l'extérieur, en pleine bise, se laver à l'eau froide, bien entendu. Et parfois, ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp. L'on entendait vaguement parler de déportation. Mais pour nous, les petits-enfants, ça ne signifiait pas grand-chose. On se demandait avec angoisse ce que l'on allait faire de nous. Auparavant, nous devions à nouveau subir un grand contrôle. L'on nous fit entrer dans une pièce immense. Les hommes et les grands garçons, au-delà de 15 ans, à une extrémité de la salle, à l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. Un signal donné, nous devions tous nous mettre nus, comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était très pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait bien mal devant ses fils. Et un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite dans laquelle se tenait un jeune nazi, un jeune SS, qui nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation. Il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une lampe de poche, il nous éclairait par-dessous pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur, mais quelle humiliation pour nous, jamais je n'oublierai. Puis, l'on nous conduisit dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux sur lesquels il était inscrit « Contenance 8 chevaux ». Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. La tinette est le seau hygiénique. Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tout le monde. L'on ne nous a pas ménagés. Au bout de ce voyage infâme, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait sinistre. Il y avait de nombreux blocs alignés, mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs chiens menaçants. Schnell, los, ils nous poussèrent jusqu'au Washram. Le Washram est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées, gris et bleus. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur. En français, bien sûr, mais surtout en allemand, parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet, on avait tout intérêt à retenir son matricule. Vous savez, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne, nous n'avions plus de nom, plus d'état civil. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire du matricule. Et nous apprenions en même temps que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne. Ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur. Mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer, c'était d'autant plus angoissant.
Au bout de ces 40 jours, l'on nous fit sortir du bloc et l'on nous promena de bloc en bloc, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelques autres nationalités et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous en ayez une idée plus précise, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ils étaient tous semblables. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blokova. De chaque côté, il y avait une pièce immense. La responsable en était la Stubova. En allemand, Stube signifie salle, chambre. Et dans chaque Stube, il y avait les fameux chalets que vraisemblablement vous connaissez tous. Vous avez dû les voir dans les documentaires. Ces étroites couchettes en bois, munies d'une paillasse, et il y a 3 étages. Au début, l'on couchait 2 par chalut, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalut. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore bien plus serrés sur ces étroites couchettes. Mais nous, arrivant assez tôt, couchons dans le bas. Maman et mon tout petit frère André dans un chalit. Je couchais dans le chalit d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous couchait Martha Desrumaux. Bien entendu, les enfants, ce nom ne vous évoque rien. Ça s'est passé il y a si longtemps. Mais sachez qu'à l'époque, Martha Desrumaux était une femme du Nord très connue. C'était une résistante, une grande communiste. Elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétart. Et au 3e étage du chalet couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt. Si je vous raconte tout cela, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, on subissait tous le même sort, un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée plus précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à 3 heures du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Aussitôt après, tout le monde se précipitait au vacheron. Je vous disais tout à l'heure, le vacheron est l'endroit où l'on pouvait faire un brin de toilette rapide dans un temps donné très court. Mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre que nous étions, ce qui fait que chaque jour c'était la bousculade dans ce vacheron. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, les enfants, on nous a tout pris, nous n'avons plus rien, même plus de nom. Cependant, il ne faut pas courber la tête, redressons-nous, soyons dignes. Et pour être digne, il faut avoir l'air correct. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Puis, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz. Parfois, il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir allemand bien dur, puis tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable, tous devaient s'y rendre, et c'était si pénible. Des heures durant, nous devions rester debout, 5 par 5, sans bouger.
Les SS passaient dans les rangs et contrôlaient. Mais bien qu'indispensable, et nous comptaient bien entendu, mais bien qu'indispensable, pendant la nuit, certains déportés étaient tombés tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir à l'appel. D'autres même parfois étaient déjà décédés, ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Et tant qu'ils ne retrouvent l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger des heures durant. C'était atroce. Je revois encore certaines déportées, plus fatiguées que d'autres, osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt l'SS lançait son chien menaçant qui venait nous mordre. Nous en avions une peur bleue, nous les enfants. Je revois également d'autres déportées plus âgées, plus maladives, qui pendant l'appel se pinçaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me disais, mais que signifie ce geste? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues, parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs, elles disparaissaient à tout jamais. Chaque jour après l'appel, ces femmes étaient triées pour l'Arbeit. Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes, qui consistaient par exemple en la réfection des routes, creuser des fosses, parfois travailler aux Scheißkolonnes, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Les pauvres femmes affectées à cette tâche, lorsqu'elles rentraient le soir après l'Arbeit, on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Bien entendu, chaque jour, maman était réquisitionnée pour l'Arbeit. Maman était une femme petite, menue. Elle effectuait des travaux trop pénibles pour elle, manipulait des outils, pelles et pioches trop lourds. Elle souffrait donc beaucoup physiquement, mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, retiraient parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre. Cet enfant également disparaissait à tout jamais. Chaque soir, en rentrant de l'Arbeit, maman se demandait avec angoisse, « Vais-je retrouver mes petits-enfants » Ce n'est que bien des années plus tard, en grandissant, que j'ai compris ce tourment quotidien pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler, nous étions trop faibles, trop chétifs, nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous retournions dans nos blocs. Les journées sans maman étaient interminables. Nous avions peur de tout, nous n'osions sortir. Nous restions donc enfermés dans nos blocs, l'hiver surtout. Vous savez, à l'époque en Allemagne, les hivers étaient si rigoureux. La température pouvait descendre jusqu'à -10, -20, parfois même -30 degrés, et nous n'avions rien pour nous protéger, que nos pauvres robes rayaient. Nous restions donc enfermés. Les journées n'en finissaient pas. Nous ne commencions à revivre, à respirer, que le soir, au retour de maman de l'Arbeit. L'été, par contre, l'on voulait profiter d'un rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc, mais nous n'osions aller bien loin, parce que dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs terribles chiens. Nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la paroi du bloc. Et nous ne jouions plus, nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions?
Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux, bien entendu, donnaient de graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Les furoncles, ces affreux boutons sanguinolents pleins de pus, la tuberculose, bien d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'était comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner. Mais au révire, l'on était dispensé de l'appel et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon tout petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au révire. Mais ce tout petit enfant sans sa maman avait si peur, pleurait tant qu'à 2 reprises, il s'est sauvé du révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y reconduire afin de le soigner. Quant à mon frère Robert, il avait de ces furoncles, ces boutons qui, curieusement, s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ces furoncles, c'est toute une petite calotte de croûtes qui s'en détachait. Moi-même, je suis allée au révire, j'avais une forte dysenterie, et au révire, nous avions très peur, également nous les enfants, sans maman, bien sûr, la nuit surtout. Vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus d'extension, de proportion. La nuit, l'on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars. L'on entendait les toux des tuberculeux. L'on entendait les râles des mourants. C'était si impressionnant. Et cependant, nous sommes restés si longuement dans cet affreux camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés en décembre 1943 et y sommes restés jusque début 1945, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous disais tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guère davantage. Les déportés affectés à la tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Au moment de la distribution, nous nous bagarrions pour être servis les derniers. Les premiers n'avaient que de l'eau. Cependant, ces bidons étaient très lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu, de mes propres yeux, des déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des chiens, tant nous avions faim. Nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage, un quignon de pain noir allemand bien dur, parfois un morceau de käse. Käse signifie fromage. Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également du froid intense. Nous n'avions pas de pull, nous n'avions rien pour nous protéger, que nos pauvres haillons. Mais souffert surtout de la peur, nous les enfants. Pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer, ayant si peur de ces SS et de leurs chiens effrayants. Vous savez, ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Nous en avions une peur bleue.
Savez-vous que plus de 76 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisée. Début février 1945, on déplaça quelques blocs sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées depuis peu à Ravensbrück enceintes, avec l'aide d'autres déportés, avaient mis leur bébé au monde. Savez-vous qu'au début, à Ravensbrück, lorsqu'une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt de la façon la plus atroce. On plongeait les nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait, et les nazis poussaient le vice jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie à trépas. Nous étions donc là sur la place, nous devions partir, mais partir où? L'on ne savait guère, vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous emmener. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux. C'est de cette façon-là que voyageait toujours le déporté, en wagon à bestiaux. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück et à nouveau avons voyagé 3-4 jours, toujours sans manger, sans boire. La tinette au milieu de nous, le seau hygiénique qui dans les chaos de la route se renversait, nous inondait. C'était un voyage atroce et nous étions si serrés. Parfois, la nuit, maman se mettait debout afin que mon petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon. Ces parois avec des cadenas, des ferrures, ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui que l'on se rendait compte des affres de la nuit. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, des camions vraisemblablement nous étaient destinés. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte que ce qu'elle avait sous les doigts à tâtons dans la pénombre, eh bien, c'étaient les cadavres de ces nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons, ensuite, étaient hissés sur les camions. Mais il y avait tant de monde, tout le monde avait pu saisir cette scène atroce, tant ils étaient nombreux, et certaines déportées, plus âgées, plus fatiguées que d'autres, en grimpant dans les camions, étaient toutes heureuses d'y trouver un siège, ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu qu'elles n'avaient pu voir étant donné le grand nombre. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène? Ces camions n'ont roulé que peu de temps. Quelques dizaines de kilomètres se sont ensuite arrêtés. Nous sommes tous descendus. Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on va nous mener à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. À grand-peine,
À bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus insupportable que Ravensbrück, plus effroyable. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un SS nous poussa dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme bloc, et que parmi nous il y avait des grands malades, il y avait des personnes décédées, nous étions tous mélangés, vivants et morts, et malades dans une puanteur atroce. Il a fallu courir à l'appel. Et là, nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on appelait aussi le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui expliquait tous ces cadavres sur le sol. Je revois encore chaque jour ces charrettes en bois munies de 4 montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les déportés affectés à la tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette, qui, une fois remplie, prenait la route. Mais avec le vent, les toiles se soulevaient. L'on voyait ici pendre un bras, là une jambe, là un crâne. Vision dantesque. Ces charrettes allaient ensuite déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là dont je vous parlais, de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert, que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. Vous savez, à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit, dans ce camp, nous ne tiendrons pas longtemps. Nous mangions encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà nous crevions de faim. Et surtout, au bout de quelque temps, nous constations que décidément maman était étrange. Elle gisait sur le sol à côté de nous. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas. Elle était si bizarre, nous ne comprenions pas. Elle qui avait été si formidable à Ravensbrück, qui ne vivait que pour ses enfants, qui n'imaginait pas rentrer sans l'un de nous trois, qui se privait sur sa maigre pitance pour nous donner une bouchée supplémentaire. Là, elle était étendue sur le sol, semblait déjà dans un autre monde. Je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir. On se disait la mort est préférable à cette vie de bête qu'on nous fait mener. On se laissait aller. Plus rien n'avait grande importance. Cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois encore l'effroi dans les yeux de ces soldats, n'osant s'approcher de nous. Ils ont fait quelques pas en arrière, étaient perdus, ne savaient que faire. Lorsqu'ils ont repris leurs esprits un peu plus tard, ils ont commencé par distribuer de la nourriture. Je revois encore ces grands pains de campagne ronds, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de cornets de bif. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreillers. Nous
n'avions aucune literie, nous prenions ces pains comme oreillers. Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un bloc. Et les statistiques le disaient bien à l'époque. Au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre une bouchée de plus chaque jour. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un bloc, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures et les jours qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir manger. Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire, tout le monde était plus ou moins malade. D'abord, les cas les plus graves. Il y avait cette épidémie de typhus qui était une grave maladie et qui pouvait se présenter sous 3 formes différentes. Il y avait d'abord le phlectyphus. Les déportés étaient entièrement recouverts de boutons sanguinolents pleins de puces. C'était répugnant à voir. Mais heureusement, parfois, certains s'en tiraient bien. En second lieu, il y avait le Bauchtyphus. Bauch signifie ventre. Les déportés atteints du Bauchtyphus n'avaient même pas la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur, faisaient sous zèle. C'est ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Et la 3e forme de maladie est le Coptyphus. Cop signifie tête. Les malades atteints du Coptyphus étaient pitoyables, gisaient lamentablement sur le sol, ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient, semblaient dans un autre monde. Mais c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le Coptyphus, ce qui expliquait son comportement étrange. Elle fut emmenée au révire. Et pour nous, les 3 enfants, sans maman, nous étions perdus. Rien n'avait plus grande importance. Cependant, les Anglais commencèrent le grand travail de rapatriement de ces déportés. Ce n'était pas chose aisée, il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Et un jour, le grand jour est arrivé, nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture qui nous tenait tant à cœur, eh bien, nous ne voulions pas l'abandonner. Avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieilles hardes, de vieux chiffons, y avions entassé la nourriture et confectionné un ballot. Le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable, la tête, le ventre gonflé à l'extrême, les membres, bras et jambes grêles, ne le portaient plus, il ne savait plus marcher, je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle l'on tenait tant, afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds, et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux, parce que c'est en wagons à bestiaux que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on en pouvait supporter. Et le voyage du retour a été long, les voies ferrées étant souvent bombardées, et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un peu, pour nous reposer. Nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence.
Les familles nombreuses étaient venues attendre leurs déportés. Nous étions dans la gare de Bruxelles, en Belgique. Il y avait d'énormes tréteaux chargés de victuailles, la musique à tue-tête, tout le monde était heureux. Nous trois, pas tellement dans notre coin, nous nous sentions bien seuls sans maman. Puis le train a repris sa route, est arrivé à Paris, où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia avant-guerre était un hôtel luxueux, il est resté, il existe encore. Mais pendant la guerre, il a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Je revois encore aujourd'hui notre arrivée ce jour-là. Les familles nombreuses étaient venues avec la photo agrandie de leurs déportés qu'ils nous montraient, avec le nom des déportés écrit en grand, pour voir si nous les connaissions. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, c'étaient des scènes si touchantes. Ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois. C'était si beau. Ensuite, ces familles, bien entendu, emmenaient leurs déportés chez elles. À la fin du jour, il y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, ce jour-là, bien sûr que nous étions contents d'être libres, d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère chirurgien dentiste s'il pouvait, avec son épouse, nous recevoir tous trois quelque temps, ce qu'ils firent avec grand cœur. Nous étions bien dans cette famille chaleureuse. Cependant, bien sûr, nos parents nous manquaient toujours. Un jour, j'ai eu comme un trop de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, comment ai-je pu oublier? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, une tante qui habitent dans les Deux-Sèvres. J'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches à retrouver leur adresse. Ma tante, un jour, est arrivée à Paris venant nous chercher. Comme elle était heureuse de nous revoir. Et nous, donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train, sommes arrivés dans les Deux-Sèvres. Il y avait foule dans la gare. Les familles, les journalistes, les photographes, la radio. Ah, ce que nous étions à l'honneur ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, c'était un spectacle peu commun. 3 petits enfants qui rentrent tout seuls des camps de concentration, sans père ni mère. Nous étions vraiment très à l'honneur. Cependant, nos santé ne nous permettait pas de rester dans la famille. Nous avions besoin de beaucoup de soins et de médecins. La Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Un préventorium, c'est comme une maison de convalescence. Bien sûr, nous y étions très bien. L'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait. Mais nous nous sentions toujours bien trop seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous ne devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était maman, qu'on n'attendait plus, qui était là devant nos yeux d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos. Mais elle était là. La vie reprenait un sens pour nous. Nous sommes restés encore quelque temps dans ce préventorium, achevant de nous soigner, de nous donner des forces, mais on ne pouvait y rester indéfiniment.
il fallait bien songer à rentrer à la maison. Nous sommes revenus dans le nord, à Roubaix, avons retrouvé la maison, mais dans quel état! Il n'y avait plus rien chez nous, tout avait été pillé, 100%, même le papier de tapisserie était déchiré des murs. Nous nous sommes dit, c'est bien beau, nous voilà enfin à la maison, mais comment va-t-on faire pour vivre? Nous n'avons absolument rien. Les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches, savez-vous. Chacun amenait ce qu'il pouvait dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre une table, des chaises, de la vaisselle, de la nourriture. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Au bout de quelque temps, nous nous sommes dit, maintenant, vraisemblablement, papa va rentrer à son tour, nous essaierons de reprendre notre vie d'avant. Malheureusement, un peu plus tard, nous avons appris par d'autres déportés qu'au moment de notre séparation après Malines, maman, les 3 enfants avons été emmenés à Ravensbrück puis Bergen-Belsen. Papa, lui, a été emmené dans le grand camp pour hommes, toujours en Allemagne. Ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevaient de faim à leur tour. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs qu'ils emmenèrent hors du camp. Et là, tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous les enfants, nous devenions orphelins. C'était dur également pour maman qui se retrouvait veuve avec 3 petits-enfants à élever, tous de santé précaire. Ah, ce que nous avons connu des années dures, savez-vous, après notre retour, et nous ne pouvions pas en parler. Nous étions traumatisés par ces 2 années de souffrance. Et si de temps en temps l'on s'y risquait quand même d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ça nous vexait au plus haut point. L'on se taisait. Mais en ce qui me concerne, avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, mon sang ne fit qu'un tour. Il me fallait absolument rencontrer des jeunes pour expliquer les horreurs de la guerre. Pourtant, je vous assure, j'étais très timide à l'époque, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. J'ai donc commencé à témoigner, peu au début. Vous savez, c'est pas si facile que ça de toujours témoigner, toujours se remémorer ce passé que l'on ne peut oublier, certes, mais on voudrait faire une petite pause. Ce n'est pas possible. Les demandes affluent. C'est incroyable ce qu'il y a comme demande. Savez-vous que je reste la seule pour tout le Nord-Pas-de-Calais qui puisse encore témoigner? La plupart des déportés sont déjà décédés. Le peu qui reste sont trop âgés, ne peuvent plus se déplacer. Et donc, on me demande à l'infini, je suis allée déjà témoigner dans une grande partie de la France et je retourne bientôt en Normandie, en Bretagne, au Sable d'Olonne. Je suis allée à Toulouse la semaine dernière. Vous voyez, c'était pendant les vacances scolaires. Et je disais, mais nous sommes en vacances. Et la personne a répondu, mais pas chez nous, il n'y a pas de vacances. Donc même pendant les vacances, je me déplace. Je suis allée aussi à Rodez, dans l'Aveyron. Chaque année, je vais également à Tours, à Lyon. Vous voyez, c'est sans fin. Et ce n'est pas facile. Je ne suis plus toute jeune. Au fait,
Avez-vous une idée de mon âge? Je vous ai mis au courant. Je vous ai dit en 1943, je venais d'avoir 11 ans. Quel âge ai-je aujourd'hui? Oui? Je vais avoir 90 ans. 90 ans, bientôt là, tout bientôt. Vous voyez, je suis déjà âgé, mais j'ai à cœur de témoigner sans fin. C'est indispensable, les enfants, que vous sachiez que la guerre est la chose la plus atroce qui puisse se faire. Tous ces morts inutiles, il faut absolument que vous réagissiez. Vous êtes mes petits messagers. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté et c'est vous qui aurez à passer la mémoire, à témoigner. Je compte sur vous pour cela. Vous savez, c'est simple à mes yeux. Il suffit d'être vigilant. C'est très important, tout peut revenir de façon différente, bien entendu, mais le mal est partout. Soyez donc vigilants, soyez aussi très courageux. Ne laissez pas dire des mensonges, des insanités. Ayez le courage de rétablir la vérité. Et puis, soyez aussi tolérants, les enfants. Vous acceptez les uns les autres avec vos différences. Ces différences vous enrichissent. Vous savez, je vais parfois dans des endroits très mélangés et je dis aux élèves, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences qui nous enrichissent. Vous savez, ces élèves le comprennent si bien. Vous savez vous exprimer, vous êtes sensible. Je reçois des lettres merveilleuses qui me prouvent que vous avez bien compris. Ça me réconforte, ces jolies lettres. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Mais moi, je ne fais pas attention aux fautes. Ce qui compte, c'est votre ressenti. Et vous vous exprimez d'une façon magnifique. Vous avez compris, vous savez qu'après nous, c'est vous qui témoignerez. Vous êtes la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté et c'est vous qui transmettrez. Moi, j'ai confiance, j'ai foi en vous. Parfois, il y a des adultes qui disent « Oh, les jeunes de maintenant sont impossibles, sont ceci, cela. » Moi, je dis « Les jeunes de maintenant sont formidables. Moi, je les connais, je vis toujours avec ces jeunes. Moi, je les trouve épatants. Et je vous assure, j'ai toute confiance en vous. Je sais que l'on pourra partir tranquille. Je ne suis pas pressé, hein. Mais je sais qu'il y aura la relève, tous ces jeunes qui parleront en mon nom. Vous savez, un jour, un petit collégien m'a demandé de façon sympa, « Madame, jusqu'à quel âge vous avez l'intention de témoigner de la sorte ?» Et je lui ai répondu en souriant, « Ah, au moins jusque 100 ans, après on verra. » Donc, vous voyez, je suis décidé à témoigner tous azimuts, partout où l'on souhaite ma présence. Je suis même allé en Allemagne, en Belgique à plusieurs reprises. C'est tellement important. Et je me rends compte que dans toute l'Europe, les jeunes sont intéressés par cette période, vont faire tout ce qui est en leur possibilité pour éviter la guerre. Pour cela, je suis tranquillisé parce que je me rends compte qu'il est possible d'obtenir la paix. Vous savez, si tous les jeunes d'Europe se donnaient la main et travaillaient dans ce sens, on l'obtiendrait la paix, ce que je souhaite de tout cœur pour vous. Moi, à mon âge, je ne connaîtrai plus ce monde de paix, mais je le souhaite ardemment pour vous. Voilà les enfants, j'ai à peu près terminé mon témoignage. Merci. Oh, c'est sympa. Merci. Merci. Merci.
Merci. Écoutez, vous êtes tellement formidables, les jeunes. Vous vous rendez compte, nous sommes si nombreux et l'on entendrait une mouche voler tant vous étiez à l'écoute. Alors, je voudrais vous offrir un petit plus. Vous le valez bien quand même. Je voudrais chanter pour vous. Ou du moins, essayez. Essayez. Je vous explique. Vous savez, ces petits chants sont spéciaux. Dans le camp de Ravensbrück, au bloc 31, nous avions des Stubova. C'était les dames qui nous gardaient pendant que les mamans étaient à l'Arbeit, au travail. Et nous en avons eu de très durs au début, méchantes, nous les craignions. Mais à la fin, nous avons eu une Stubova épatante, une dame tchèque avec un cœur gros comme ça. Elle souffrait tant de voir tous ces petits-enfants si tristes, si malheureux. Lorsqu'il n'y avait pas trop de SS dans les parages, elle nous rassemblait, elle nous disait « chante quelque chose ». Mais nous ne nous y attendions pas, nous ne savions pas chanter. Elle insistait, cette dame. Elle avait tellement bien compris que pendant les quelques minutes où nous nous exécutions, on pensait on était déjà hors du camp. Et c'était des minutes exceptionnelles. Donc je vais essayer d'en résumer quelques-uns de ces petits chants en langues étrangères, bien entendu. Au début, j'annonnais, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. J'essayais de faire traduire et je me suis rendu compte que c'était toujours très tendre, très enfantin. Voilà, j'essaierai. Dans le camp, il y avait des enfants hollandais, une petite berceuse. Sla, kindje sla, daar buiten lopen scha. Er staat met 4 witte voetjes, die drinkt de melk zo zoetjes. Slaap, kindje slaap, daar buiten lopen scha. Il s'agit tout simplement d'un petit chat qui boit du lait, vous voyez, c'est très tendre. Il y avait des enfants polonais. Une courte récitation. Kotkidva, Shaliburi, Obidva, Nitsnie Bendoroviwi, Tilko, Lili, Vaviwi. Là encore, 2 petits chats qui ne voulaient jouer qu'avec Lili. Vous savez que Lili est mon prénom? Ellie. Je dis cela dans le cas où vous auriez envie de m'écrire. Vous voyez que je ne perds pas le nord. Hein? Il y avait des enfants tchèques, une berceuse également. Pasla, ovečky, zelenem raječku. Pasla, ovečky, seberte se, janani, dupi-dupi-du. Ona zac-cupi-cupi-cu, ovem, ovečky, seberte se. Là aussi, il s'agit tout simplement d'une bergère et de ses petits moutons. Je vous disais tout à l'heure que nous étions arrivés à Ravensbrück en décembre 1943. Noël était proche et l'on chantait en allemand ce que l'on chante partout en Europe. Voilà, oui, vous connaissez cette chanson en français. En allemand, voici. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, doch auch im Winter, wenn schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Et pour terminer, la plus belle, la française, bien sûr. Vous savez, les enfants, pendant la guerre, il y avait un chanteur très connu, célèbre, qui s'appelait Charles Trenet.
Il chantait une chanson également très connue. Le titre en était tout simplement « Je chante ». À Ravensbrück, au bloc 31, avec Geneviève de Gaulle, nous avions conservé la mélodie, la musique, mais changé les paroles pour y mettre notre quotidien. Voici. On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim, on pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange du rutabaga à midi, on mange du chou aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on en a plus qu'assez. Et c'est ce qui vient nous voir chaque soir, et c'est ce, oh quel rasoir. À cause de toi, nous restons debout, à tomber sur nos genoux. Sirène qui nous réveille la nuit, sirène, je te maudis. À cause de toi, à 3h30, on doit quitter son petit lit. Bitterou, ça veut dire silence. Bitterou, entendons crier partout. Bitterou, l'on devient fou. L'SS ne fait que nous insulter. Elle crie comme une enragée. Et nous terminions avec Geneviève par De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie. Si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas. Voilà. Merci. Oh, que c'est joli. Un bisou. Merci. Merci. Oh, oh, oh. Regardez. Oh, c'est joli. Merci. Vous êtes formidables, les jeunes. Vous levez la main pour prendre la parole ou pour poser une question. Et un micro va s'approcher. Une question ici. Oui. Est-ce que vos frères ils sont encore en vie? Alors Lily, est-ce que vos frères sont encore en vie? C'est très sympa comme question, on me la pose fréquemment. Mes frères, bien sûr, sont plus jeunes que moi, sont en vie, mais habitent maintenant dans le sud de la France. Et vous savez, je témoigne tellement que je n'ai pas le temps d'aller les voir, je vous assure, c'est très rare. Mais heureusement, il y a le téléphone, nous nous téléphonons très fréquemment. Au début, il me disait toujours « Mais que fais-tu seul dans le Nord? Viens nous rejoindre !» Et j'ai dit, ma mission n'est pas achevée, j'ai encore beaucoup à faire, donc je ne suis pas prête d'aller les rejoindre. Mais vous savez, mes frères, c'est important, nous nous entendons parfaitement comme dans tous les foyers. Et au début, je témoignais avec mon frère Robert. Nous n'avons que 15 mois d'écart, il avait 15 mois de moins. Au début, c'était très chouette pour les élèves de voir frères et sœurs témoigner ensemble. Lorsque l'un oubliait un détail, l'autre y remédiait. Et puis ensuite, son épouse, malheureusement, est tombée bien malade. Il a arrêté pour la soigner et n'a plus jamais voulu ensuite reprendre le témoignage. Quant au tout petit André, à 3 ans et demi, il n'avait pas de souvenir précis, il ne pouvait pas témoigner. Cependant, il était mal dans sa peau. Et en grandissant, il s'est dit « Je voudrais être enseignant ». Il est devenu professeur de français dans la région parisienne
Et pendant ces nombreuses années d'enseignant, s'est dit je vais mettre en pratique pour faire une thèse d'État sur la condition des enfants juifs et tziganes. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des tziganes, mais qui ont également beaucoup souffert. Donc, les conditions des enfants juifs et tziganes dans le système concentrationnaire nazi. Cette thèse, il a mis plus de 20 ans pour la faire. C'était un grand travail, mais en même temps, il s'est dit, je vais peut-être évacuer ce mal que j'ai en moi en y travaillant. Sa thèse, il l'a bien soutenue à la Sorbonne, mais vous savez, le mal est toujours en lui, en Robert, en moi-même. On ne peut oublier ces 2 années de souffrance, mais on peut aller au-delà et continuer à vivre. Voilà pour mes frères. Merci. Comment avez-vous fait pour survivre? Il est très mignon ce petit. Eh bien, je ne sais vous dire, normalement, j'ai eu cette envie de tenir, Vous savez, c'est vrai que il y a bien des déportés qui, après leur retour, se sont suicidés. Ça peut se comprendre, tout peut s'admettre. C'était si dur. Il y en a d'autres qui n'ont jamais pu en parler, et cela aussi c'est compréhensible, c'est pas aisé. J'en ai connu d'autres qui témoignaient, c'est toujours fort important le témoignage d'un déporté, mais il y a la façon de transmettre pour que les élèves comprennent bien. J'ai connu par exemple une déportée qui, dès le début de son témoignage, pleurait. Tous les élèves pleuraient, le témoignage s'arrêtait là, on ne pouvait pas aller au-delà. Donc je me disais, le but n'est pas atteint. J'ai connu d'autres déportés qui témoignaient bien, avaient plein de choses à dire. Cependant, ça partait dans tous les sens. En plein récit se disait, j'ai oublié ceci, on va revenir en arrière. Ça partait, donc, comme je dis, dans tous les sens. Et je me disais, mais comment font les élèves pour s'y retrouver? Et donc, j'ai voulu que ce soit clair, net, pédagogique, que vous compreniez bien, vous les jeunes. Et c'est ainsi que j'ai commencé à témoigner. Et c'est pas facile, comme je vous le disais, mais c'est tellement important, tellement important. Et voilà, j'ai mes petits messagers qui, plus tard, après mon départ, témoigneront. Merci. Alors, en fait, je voulais savoir pourquoi votre père a été forcément mitraillé, parce que franchement, ça m'a quand même touché. Voilà. Vous savez, les nazis détestaient les juifs, on ne sait pour quelle raison. Et voilà, il fallait tous les détruire. Vous savez que 6 millions de juifs sont morts uniquement parce qu'ils sont nés juifs. C'est quelque chose d'atroce. Vous savez qu'au camp de Bergen-Belsen, j'étais avec Madame Simone Weil et j'étais également avec 2 sœurs que vous connaissez tous. Elles n'étaient pas françaises, elles ne sont pas rentrées, mais l'une d'elles a écrit un livre connu dans le monde entier. Vous voyez de qui je veux parler? Anne Frank. Voilà, j'étais donc avec Anne Frank et sa sœur Margot. Je trouve cette histoire tellement triste. Margot, l'aînée, est décédée peut-être 1 mois et demi avant la libération de Bergen-Belsen. Elle avait contracté le typhus. Très vite, Anne a suivi, est morte à son tour. Cette petite qui était si intelligente, qui avait du talent, je suis persuadée que si on l'avait laissée vivre, elle serait devenue une grande journaliste, un écrivain. Elle avait tant de talent. Et voilà, elles sont mortes toutes 2 uniquement parce qu'elles étaient nées juives. C'est pour cela qu'il faut que vous, les jeunes, vous sachiez qu'il faut absolument abolir le racisme, l'antisémitisme qui perdure.
et je compte sur vous pour cela. Allez, une autre question. Alors, en haut, là-bas. Bonjour mademoiselle, j'espère que vous allez bien. J'aurais une question à vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà rencontré De Gaulle? Je n'ai pas rencontré De Gaulle, mais vous savez, j'étais avec sa nièce qui était une dame épatante, discrète mais tellement formidable. Je dis toujours, dans un camp de concentration, nous n'avons rien, nous manquions de tout, on ne pouvait pas partager, mais un joli regard, un bras sur l'épaule, une caresse sur la joue d'un enfant, c'était déjà exceptionnel. Et Geneviève de Gaulle faisait cela. Ça nous aidait à tenir un petit peu plus. Ensuite, après notre retour de déportation, Geneviève de Gaulle est venue plusieurs fois dans le Nord. Entre autres, tout d'abord à Roubaix, à plusieurs reprises, elle était reçue en grande pompe. Et même une année, elle est venue à Lille remettre le prix, vous savez, pour les élèves qui font le concours de la résistance et de la déportation. Ils ont des prix magnifiques. Et une année, c'était Geneviève de Gaulle en personne qui était venue leur remettre leur prix. Après la cérémonie, discrètement, je suis allée la voir et je lui ai demandé « Geneviève, vous souvenez-vous encore de nous ?» Elle m'a répondu « Oh, parfaitement !» Elle a même ajouté « Comment va le petit Dédé ?» C'était mon petit frère. Donc, vous voyez, elle nous avait tout à fait retenus. Vous savez, dans un camp de concentration, nous sommes tous frères, sœurs, nous subissons les mêmes choses et Geneviève a été épatante. Même après son retour, elle s'est occupée des pauvres, elle est devenue la présidente d'ATD Carmont, donc toute sa vie, vous voyez, elle a aidé les gens. Voilà pour la famille de Gaulle. Bonjour madame, comment vous vous sentiez quand on vous a dit de ne rien raconter de ce que vous avez vécu dans les camps? Eh bien, les négationnistes, les enfants, ne sont apparus que plus tard, à la fin des années 70, début 80, n'est-ce pas? Donc c'était difficile pour moi d'admettre qu'on puisse nier de telles souffrances. Tant de millions d'êtres sont morts, et comment pouvait-on nier cela? Donc c'était atroce. Et c'est aussi cette chose-là, cet horrible négationnisme qui m'a aidé à venir témoigner, parce qu'on ne pouvait laisser dire n'importe quoi. C'était difficile, mais voilà, c'est fait, et je témoignerai jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à, j'ai promis, mes 100 ans. Et vous voyez, toujours debout, pendant 2 heures, avec bien du rouge à lèvres. C'est ma dignité à moi que maman nous a inculquée. Mais c'est indispensable, et bientôt, malheureusement, il y a encore de remous, c'est très laid ce qui se passe actuellement, mais les jeunes, vous êtes forts, vous êtes décidés, vous êtes acquis, et moi je sais qu'un jour, je ne peux dire quand, qu'un jour il y aura la paix dans le monde, grâce aux jeunes du monde entier qui sont exceptionnels. Alors, la demoiselle qui est debout là-haut et qui attend depuis son tour depuis tout à l'heure. Bonjour. À quel âge vous avez commencé à témoigner et est-ce que malgré tout vous avez passé des bons moments? Je vous l'ai dit à quel moment j'ai commencé. Ben, c'est vrai que je n'ai pas donné de date. J'ai dit avec l'arrivée des négationnistes, c'est-à-dire tout à fait la fin des années 70, début des années 80. Donc vous voyez, ça fait déjà plus de 40 ans, 42 ans que je témoigne.
que je témoigne. Et puis, vous savez, c'est vrai que j'étais timide à l'époque. Et j'ai encore un brin de timidité en moi. Mais c'est vous qui m'aidez, les jeunes. Vous savez, vous êtes là dans le calme à écouter. Je vois vos yeux intéressés. Et ça aide terriblement. C'est grâce à vous, les jeunes. Nous travaillons ensemble. Du coup, j'ai une question. À quel point vous admirez Martha Desrumeaux? C'est sympa, ça. Donc je précise à Lily que le jeune qui vient de poser une question est un élève du collège Martha Desrumeaux de Lille. Ah, oui, et je suis allée à l'inauguration de ce beau collège. C'était très chouette. Martha Desrumeaux, je l'ai connue pendant les 2 années de déportation. C'était une dame formidable. Vous savez, dégourdie. Il y avait des déportés qui étaient dans le camp depuis un plus grand nombre d'années et qui, de temps en temps, pouvaient recevoir des colis. La plupart des déportés n'en recevions pas, mais les très anciennes, et Martha Desrumeaux allait grappiller un morceau de sucre, un bonbon, un gâteau parmi celles qui recevaient des colis pour pouvoir offrir aux enfants. Donc vous voyez, elle était épatante. Et même après notre retour, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Martha Desrumeaux était vraiment un cœur d'or. Bourrue, une grande femme, mais formidable, un cœur d'or. Je l'ai revue jusqu'à la fin. Et savez-vous, c'est quelque chose d'exceptionnel. Lorsqu'elle est décédée, son mari est décédé le même jour. À 2 heures d'intervalle, ils sont décédés le même jour. C'était quelque chose de formidable. Quand elle parlait de son mari, de son fils, elle aimait particulièrement mon frère Robert, parce que son fils avait l'âge de mon frère. Donc, nous l'avons côtoyé longuement, une femme très bien. Est-ce toujours aussi traumatisant cette expérience pour vous? Bien sûr, c'est traumatisant et jamais nous nous en remettrons totalement. Mais vous savez, il y a cette résilience dont parlait Boris Cyrulnik, c'est-à-dire aller au-delà du mal pour pouvoir s'exprimer. Comme je vous le disais tout à l'heure, certains n'ont jamais pu le faire, ça peut se comprendre. Certains se sont suicidés comme Primo Levi, l'écrivain, on peut l'admettre aussi. Et puis certains ont eu cette force, cette résilience pour aller au-delà du mal, pour en parler. Donc c'est ce qui me convient. J'en parle. Vous savez, ça n'empêche que j'ai mes souffrances, que j'ai des traumatismes, mais on va au-delà de cela parce que j'ai un rôle à jouer, j'ai une mission à remplir et ça peut s'accomplir pour certains fort heureusement, pour le bien des jeunes. On ne va pas pouvoir prendre toutes les questions parce que ça fait déjà 1h40 que Madame Léniel est debout. Donc je vais prendre encore 2 questions et après je vous remercierai. Donc au milieu là. Est-ce que vous pouvez dire ce qui est arrivé à Stella? Vous savez, Stella, c'est la petite que j'ai rencontrée pour la première fois à la prison Saint-Gilles, celle dont la maman était si mal en point. Stella a suivi notre parcours. Cependant, je ne l'ai pas rencontrée dans le camp. Elle n'était pas dans mon bloc. Donc, ce n'est qu'après-guerre. Beaucoup de déportés, nous allions, je vais encore dans les camps de concentration en compagnie d'élèves et d'enseignants. Et une année, j'ai retrouvé Stella à Ravensbrück qui m'a raconté son parcours. Stella et sa maman sont allées ensuite à Malines, puis elles sont arrivées à Ravensbrück. À Ravensbrück, la santé de la maman s'est altérée, elle est tombée malade, très malade, puis elle est même décédée. Cette toute petite fille est restée seule dans le camp, comme ça devait être dur pour elle. Et
Je dis toujours aux élèves, la déportation est commune à tous les déportés, mais chaque itinéraire est différent. Nous, à la fin, sommes allés à Bergen-Belsen. Stella, elle est restée jusqu'au bout à Ravensbrück. Et Ravensbrück a été libérée par les Russes. Au moment de la libération, cette toute petite fille était perdue, ne savait où aller. Quelle coïncidence! C'est une déportée russe qui l'a prise par la main, l'a emmenée en Russie. Cet enfant qui ne parlait que le français s'est retrouvé dans un pays étranger avec une langue qu'elle ne maîtrisait pas, comme ça devait être dur pour elle. On l'a mise dans un orphelinat. Au bout de quelques années, elle maîtrisait parfaitement le russe et en grandissant, la dame qui l'avait sauvée a fini par l'adopter. Cette dame bien plus âgée avait 2 grands-enfants, garçons et filles, et une très belle histoire d'amour a suivi. Le fils de cette dame et Stella se sont fiancés. Mais entre-temps, le papa de Stella, qui était à Buchenwald avec le mien, lui a eu la chance de rentrer. Aussitôt, il s'est enquis de sa famille, il a bien vite appris que sa pauvre épouse était décédée, mais lorsqu'il a su que Stella se trouvait en Russie, il s'est dit « je vais aller la chercher ». Et je trouve leur histoire triste, poignante, parce que le père et la fille ne pouvaient pas s'entretenir. Le papa ne parlait que le français, Stella avait complètement oublié le français, ne parlait que le russe. Il fallait un interprète pour la moindre parole échangée. Et puis Stella, étant déjà fiancée, n'a pas souhaité quitter la Russie. Elle y habite encore. Elle habite à Saint-Pétersbourg. Souvent, je lui téléphone pour avoir de ses nouvelles. Et vous savez, au début, elle me disait « Oh, ma sœur, nous sommes des sœurs de déportation. Ma sœur, comme j'aimerais venir témoigner en France avec toi. » J'en ai parlé un peu partout, mais ce n'était pas facile à l'époque de faire venir quelqu'un de Russie. Enfin, il y a 5 ans environ, ça a pu se faire. Stella est venue en France, nous avons témoigné ensemble. Comme elle était heureuse. À présent, elle ne souhaite plus qu'une seule chose, Stella, c'est d'y revenir en France. Voilà pour Stella. Alors, c'est une question qu'on vous pose souvent. Comment ça se fait que vous êtes encore vivante, Lily? C'est difficile à expliquer. Vous savez, moi-même, je me posais la question. Nous étions des petits-enfants comme n'importe lequel. Nous n'étions pas des forces de la nature, des petits-enfants chétifs. Comment se fait-il? C'est la seule question à laquelle je ne saurais répondre. Mais vous savez, je suis une optimiste, moi. Et je dis, c'est parce qu'il était écrit quelque part que je devais témoigner sans fin. Et je finis par y croire. Ça doit avoir un sens, notre retour. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Voilà, nous allons en rester là. Je suis désolé, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, mais comme vous comprenez, c'est une fatigue très importante pour Lily de rester debout devant vous. Elle fait l'effort toujours de témoigner dans cette situation. Et je vais la remercier encore une fois pour avoir passé ce moment avec nous. Avec Lily, nous avons, il y a quelque temps, compté que depuis 40 ans, elle avait témoigné devant presque 250 000 élèves, 1500 de plus aujourd'hui, belle performance. Merci d'avoir été attentifs.